C'est la troisième fois que je filme cette vidéo. Je n'en peux plus. La première fois, j'étais pas cadrée. La deuxième fois, le micro était mal branché. Donc, je vais faire en sorte de ne pas être agacée. D'accord ? On y va. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve exceptionnellement aujourd'hui pour un deuxième point lecture, en fait ce mois-ci, tout simplement parce que sur cette première moitié du mois, j'ai plus lu que ce que je pensais et je me dis que bah voilà, si ça continue comme ça sur le reste du mois de septembre, le point lecture pour le mois de septembre va être interminable. Déjà que en général, je m'éparpille, je parle un peu de tout de rien, ça va être encore pire. Donc on y va tout de suite pour le point lecture de cette mi-septembre. Alors, en fait, il n'y a pas énormément de choses non plus, on va pas dire, voilà, j'ai pas lu 10 bouquins. Alors, je vous avais déjà présenté un Magus of the Library dans le point lecture du mois de août, parce qu'en fait, je l'ai lu le 1er septembre. J'ai dû filmer le 2 ou le 3 septembre, donc voilà, je vous l'avais déjà présenté. Alors, on va commencer avec Le Tour du monde en 80 jours. Voilà, donc de Jules Verne, c'est aux éditions Panini, oui, Panini, comme les cartes de foot, tout à fait, regardez, là, Panini, voilà. En fait, j'étais tombée dessus complètement par hasard chez Carrefour. Je vous l'ai mis dans un book haul, je sais plus lequel. Voilà, j'ai trouvé magnifique en espèce de faux cuir comme ça, tout gravé, et puis en argenté. Derrière, on a l'auteur, etc., etc. Il y a 2 romans dedans, en fait. Il y a Le Tour du monde en 80 jours et Voyage au centre de la Terre. Je n'ai lu que celui-là, hein, Le Tour du monde en 80 jours, que j'ai mis pour ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, que je vous mets là dans le petit i. N'hésitez pas à aller la voir pour voir un petit peu tout ce que je lis pour le challenge. Donc voilà, et puis donc ouais, en fait ils avaient plusieurs titres, sauf ce jour-là, il n'y avait que celui-là, ils en avaient en plein d'exemplaires, mais que celui-là. Puis je veux dire, à ce prix-là, 6,99, franchement, j'ai pas hésité une minute. Hein. En vrai, j'ai pas hésité une minute et je pense que c'est pour ça que les autres n'y étaient plus. Ils avaient dû se faire dévaliser. Je crois que j'aurais aimé avoir aussi le cas ou l'étrange cas de Dr Jekyll et Mr Hyde. Je sais qu'il y était dans cette collection-là, mais pas disponible là. Bref, alors, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un grand classique de la littérature, hein, voilà, Jules Verne, on le connaît tous, ne serait-ce que de nom. Je vais quand même faire un petit résumé rapide au cas où. Alors, Le Tour du monde en 80 jours, c'est l'histoire de Phileas Fogg, un gentleman anglais dont la vie est millimétrée à la seconde près, qui en fait va faire le pari avec ses collègues du club de faire le tour du monde en 80 jours, en bateau, en train, etc., etc. Donc évidemment, personne ne le croit. Lui dit qu'il a tout prévu, même les imprévus sont calculés dans les 80 jours, et donc qu'il va y arriver. Donc il part avec son domestique français, Passepartout. Si vous avez vu le film avec Jackie Chan, Passepartout, c'est Jackie Chan. Voilà. Le film prend beaucoup de liberté, hein, d'accord ? On est d'accord que c'est la même histoire, mais le film prend énormément de liberté. Dans les personnages, dans les lieux, dans les trucs. Il y a bien une femme aussi. C'est Cécile de France dans le film, ouais, qui récupère en France, je crois. Là, c'est une demoiselle qui récupère en Inde. Donc voilà, et elle n'est pas française. Bref, je m'égare de nouveau. Voilà, et donc il va faire le pari en 80 jours de faire le tour du monde. Voilà. Alors, c'était chouette. C'est facile à lire, même pour les enfants. Pour les enfants, il y a peut-être un peu de langage, un peu, comment dire, les tournures de phrases sont peut-être un peu compliquées. Mais les ados, etc., je pense que ça peut le faire à partir de 12 ans. Je pense que c'est bon en prenant son temps. À la base, ça a été publié sous forme d'épisodes dans un journal ou un magazine, je ne sais plus. Du coup, les chapitres, en fait, sont courts. Et il y a des rebondissements déjà dans chaque chapitre. Du coup, on s'ennuie pas du tout. Et chaque chapitre se termine un peu, quasiment chaque chapitre, par un suspense, en fait, un cliffhanger. Du coup, on a hâte de lire la suite. Et franchement, du coup, ça se lit super vite. Ça se lit super bien. Voilà. Alors, pour ceux qui oublieraient, ça a été publié en 1864. Donc, c'est à replacer dans son contexte. D'accord ? Parce qu'on a pas mal de clichés, des clichés coloniaux. Vous savez, les Indiens d'Amérique, les Indiens en Inde, parce que l'Inde était une colonie britannique. Donc on est sur pas mal de clichés.
mais c'est à remettre dans son contexte, d'accord? Prenez pas ça au pied de la lettre comme si c'était maintenant. Ça n'a aucun sens. Du tout, vraiment. C'est comme si vous lisiez La case de l'oncle Tom et que du coup vous tiriez comme conclusion que tous les Américains sont des esclavagistes qui battent leurs esclaves. Non, c'est à l'époque, c'est à remettre dans son contexte. Voilà, je tiens à le préciser parce que des fois on lit, on entend des horreurs. Bref, je m'égare de nouveau. Ce sera la phrase du truc, ça. Je m'égare de nouveau. Bref, donc voilà, à remettre dans son contexte, mais c'est hyper documenté. Du coup, en fait, c'est comme si on faisait le tour du monde avec eux aussi. Donc voilà, est-ce que ça n'a pas été publié à l'époque? J'ai pas trouvé d'infos là-dessus. Est-ce que ça n'a pas été publié à l'époque comme pour faire découvrir le monde et un peu les grandes lignes du monde aux petits lecteurs de l'époque? Peut-être. En tout cas, ça fait vraiment ça. On continue avec Le sourire contagieux des croissants au beurre, que je vous mets là, parce que je l'ai lu sur liseuse, chez Plomb, voilà, aux éditions Plomb, et c'est écrit par Camille Andrea. Voilà. Alors, c'est l'histoire de Pierre Boulanger, un pâtissier français qui a fait fortune aux États-Unis en devenant le roi du croissant surgelé. Et un beau jour, un vendeur de café ambulant lui propose le meilleur café du monde pour 1 million d'euros. Évidemment, il n'y croit pas, forcément. Mais il goûte ce café quand même, et là c'est la révélation, c'est en effet le meilleur café du monde. Donc voilà, ni une ni deux, il veut s'en emparer pour faire la meilleure association du monde, son croissant le meilleur du monde, et le café le meilleur du monde pour faire encore plus d'argent. Sauf que évidemment, le vendeur ambulant lui explique que c'est pas ça la vie. Et donc le vendeur ambulant va l'amener à réfléchir sur qu'est-ce qui est important dans la vie. Pourquoi est-ce qu'il a choisi de faire de la pâtisserie? Pourquoi est-ce qu'il a choisi d'épouser cette femme-là? Pourquoi est-ce qu'il a choisi de vivre ici? Etc. etc. Donc c'est un roman feel-good, un peu développement personnel, etc. etc. C'était pas mal. La première partie m'a semblé un peu longue parce que, en fait, tous les jours, Pierre Boulanger va croiser ce vendeur ambulant en bas de chez lui, en bas de son travail. Enfin, son travail, c'est comme chez lui, donc c'est presque pareil. En bas de son travail, et tous les jours, il va lui prendre un café. Tous les jours, le vieux monsieur va lui faire des leçons, entre guillemets, de développement personnel. Donc, c'était un petit peu long pour moi, j'ai trouvé, parce que je suis pas trop dans ce délire développement personnel, etc., etc. J'aime bien, il n'y a pas de souci. J'en ai lu pas mal en étant plus jeune. Mais là, ça fait comme une liste, en fait. Un chapitre égale un conseil, etc. Je sais qu'il y en a qui aiment. C'est vraiment un goût personnel. Voilà, à mon sens, ça faisait trop. Deuxième partie, Pierre Boulanger va un peu plus dans la ville, découvre d'autres choses, etc. Voilà, là, ça commençait à être un peu intéressant. Et la partie 3, il s'en va au Pérou, je crois, chercher la plantation de café. Donc voilà. D'après le résumé, en fait, voilà, il allait partir en voyage initiatique pour trouver la plantation de café et se retrouver lui-même. Mais au final, en fait, l'histoire du voyage, le voyage en lui-même, en fait, est assez court, vraiment. J'ai été surprise. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de voyages. Genre partie 1, conseil de développement personnel un peu, et ensuite le reste du roman, les 3/4 du roman, voyage initiatique, etc. Mais pas du tout. Mais bon, voilà. C'était pas désagréable quand même. Je l'ai lu super vite. Donc voilà, ça se lit très bien, je le conseille. En plus, la couverture est super jolie et vraiment, moi j'ai été attirée en fait dans les magasins à chaque fois que je le voyais. Il est lumineux, il est jaune soleil avec ce croissant en forme de sourire. Donc non, franchement, c'est vraiment bien. Alors, l'auteur ou l'autrice, si vous ne connaissez pas Camille Andrea, sachez que personne ne sait qui c'est. Voilà. C'est pas un inconnu, c'est pas une inconnue non plus. En fait, c'est apparemment un écrivain, une écrivaine très connue des Français. Mais même son éditeur ou son éditrice, je ne sais plus, ne sait pas qui c'est. C'est totalement anonyme en fait. Enfin anonyme, c'est sous le pseudonyme de Camille Andrea. Alors, qui est-il? Qui est-elle? On ne sait pas. Alors, moi j'ai quelques théories, pas sur l'identité exacte de la personne, hein, pas du tout. Je me suis dit que ça pouvait pas être quelqu'un qui est habitué de ce genre de roman. Parce que sinon, quel intérêt d'écrire sous pseudonyme? Par exemple, je pense à Virginie Grimaldi, Agnès Martin-Lugan, Gilles Le Gardinier.
aucun intérêt pour ces auteurs et autrices d'écrire sous pseudonyme. C'est déjà un peu le type de roman qu'ils écrivent. Donc, aucun intérêt. Par contre, je me suis dit que c'est peut-être un auteur dit sérieux, voilà, qui a voulu s'essayer à autre chose, qui avait envie d'essayer autre chose, qui avait envie d'écrire un peu de feel good et un peu de romans un peu plus légers, et qui a écrit sous pseudonyme pour ne pas se faire descendre par la critique. Peut-être. J'ai entendu tellement de choses horribles par des critiques, mais très condescendants à la radio. Moi, la condescendance, j'ai horreur de ça. Cette élite qui se prend un petit peu au sérieux, enfin même pas tant au sérieux, mais qui se croit vraiment au-dessus de tout le monde et qui se permet de mépriser les autres. Moi, j'ai horreur de ça. Donc, quand j'ai entendu des choses horribles dites sur... c'était qui ? Laetitia Colombani, pour son dernier roman qui est sorti, là j'ai oublié le titre, alors que ça a été quand même un succès, même La Tresse ça a été quand même un succès, j'ai entendu des choses horribles, donc peut-être que c'est un auteur sérieux, peut-être un auteur primé, un Goncourt, peut-être quelque chose comme ça, ou alors un auteur de thriller, ouais je peux pas m'empêcher de le dire comme ça, thriller, un auteur de thriller qui ne veut pas être décrédibilisé ou être catalogué auteur feel good alors que tout le reste de son œuvre est dans un tout autre style. Voilà. Peut-être que c'est ça. À creuser, mais peut-être qu'un jour on saura qui c'est, hein. Si ça se trouve on le saura jamais, et si ça se trouve on mourra, on le saura pas. C'est triste. Enfin bref, voilà, donc je vous le conseille, ça se lit super bien, c'est génial. On continue et on termine avec un livre qui n'est pas un roman, Le Mystère Eiffel, qui est en fait un escape game de Nicolas Trenti chez Larousse. Voilà, regardez s'il est beau. Il est trop beau. Je vous l'avais présenté pareil dans la palle du Pumpkin Autumn Challenge. Alors, en fait, c'est en 1904, c'est ça. En 1904, il va y avoir un débat pour savoir s'il faut ou non démonter la tour Eiffel. Et à la veille de ce débat, Gustave Eiffel a disparu. Il a été enlevé. Donc, on incarne son assistant, dont j'ai oublié le nom, c'est pas important. On incarne son assistant qui va aller dans tous les arrondissements de Paris, collecter des indices, etc., etc., pour retrouver Gustave Eiffel et éviter le démantèlement de la tour Eiffel. Alors, on a une introduction, hein. On nous envoie vers un arrondissement, vers le 7e très exactement. Je sais pas où il est. On nous envoie vers le 7e arrondissement. Là, on a toute une histoire à suivre, à lire. Et puis vous voyez, il y a des photos d'époque, etc., etc. C'est vraiment un magnifique livre, un très bel objet. Donc on a l'histoire, etc., etc. Attendez, je vais pas quand même spoiler, ce serait dommage. Voilà. Voilà. Et à la fin, on a une énigme, ici. Il faut résoudre l'énigme. Si on réussit à résoudre l'énigme, évidemment, il y a les solutions à la fin pour nous aider, enfin pas pour nous aider, mais pour nous dire si oui, c'est ça ou pas. On peut tourner la page et poursuivre l'histoire et on nous envoie vers un autre arrondissement où on aura une nouvelle énigme et ainsi de suite. Et voilà, il y a quelques endroits où on n'a pas les réponses tout de suite, donc il faut aller visiter d'autres arrondissements pour collecter les indices. Donc voilà, franchement c'était cool. Les énigmes sont assez faciles, elles sont abordables je pense par des grands collégiens. Voilà, moi qui adore les énigmes, franchement j'étais trop contente. Et les seuls trucs en fait, bon voilà, moi qui m'énerve dans les énigmes, mais bon c'est pas grave, c'est les rouages, j'ai horreur de ça. J'ai pas l'esprit assez logique en fait, enfin pas logique, mais la représentation dans l'espace, vous voyez, d'imaginer que oui, alors là, celui-là il tourne 3 comme ça, donc celui-là tourne 8 comme ça, donc ça fait 3 fois 8, ça fait... Oh. Je suis pas assez... compétente dans ce domaine, voilà. Et il y a une énigme aussi par contre où j'ai pas du tout compris l'énigme. J'ai compris le principe mais je trouvais pas du tout la réponse, donc je suis allée chercher la solution et même avec la solution et l'explication, j'ai pas compris comment on arrivait là. Voilà, donc j'ai peut-être loupé un truc, mais voilà, très bien. Je l'ai fait en une après-midi, enfin une après-midi, une soirée. Voilà, en fait je voulais pas... je voulais pas perdre le fil de ma réflexion, donc je l'ai fait et franchement c'était cool. Il en existe d'autres, des plus complexes aussi. Il y en a même où à la clé il faut trouver un trésor quelque part en France. Après moi trouver un trésor je m'en fiche, hein, c'est des énigmes, j'adore ça. Donc voilà. Donc je le conseille celui-là. On peut écrire dedans en fait normalement. On a une carte des arrondissements. Je sais pas où elle est là. Il y a une carte des arrondissements et on coche à chaque fois
les arrondissements qu'on a débloqués, mais moi il est hors de question que j'écrive dans un bouquin. En plus, comme après je vais le prêter peut-être à ma mère, à mes sœurs, peut-être mon frère, s'il veut, des gens que je connais, quoi. Comme ça, au moins, j'ai pas écrit dedans, tout le monde peut le faire. Moi, j'avais un cahier de brouillon à côté. Un cahier de brouillon à côté. Un cahier de brouillon à côté pour le faire. Voilà. Je voulais aussi, normalement, vous présenter Six Crimson Cranes, donc 6 grues cramoisies. Cramoisie étant une couleur, hein. C'est rouge, un rouge très foncé. Donc, j'ai oublié le nom. Donc, Six Crimson Cranes, que j'ai reçu dans une Fairy Loot, c'est la réécriture de Les Signes Sauvages, le conte d'Andersen. Voilà, je pensais pouvoir vous le présenter, mais voilà, j'ai une semaine un peu chargée, c'est normal, donc voilà, le boulot va passer avant, hein, évidemment. Mais c'est pas grave, je le présenterai plus tard, donc à la partie 2 de ce point lecture. En tout cas, j'aime beaucoup pour l'instant. J'aime beaucoup, il y a un petit personnage, je spoil pas, mais il y a un petit personnage, c'est une petite grue en papier. Vous savez, les grues en papier, en origami, là, que le personnage principal a plié et à qui elle a donné vie. Et elle est trop drôle. Je l'aime beaucoup. J'espère qu'il va rien lui arriver de grave, parce que sinon, après, moi, je vais être triste et je vais pleurer. Voilà. Bien, messieurs, dames, j'espère que cette fois-ci c'était la bonne, que le micro était bien branché et tout, parce que je recommence pas une 4e fois, hein. Pitié, je peux pas, j'ai autre chose à faire. Bien, allez, je vous souhaite une bonne semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, bisous. Non, mais non, tu vas pas manger le câble, chat. Non, pas le pied. Pardon. C'est pas possible, elle est maudite cette vidéo.